BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. BFM Crypto, le club. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission d'une demi-heure comme tous les jours à 15h. On va aujourd'hui parler des monnaies de banque centrale, on va parler de stablecoin, on va parler de politique, de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe aux États-Unis, de réglementation avec deux spécialistes de ces questions. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour Sandra. Économiste, professeur à la Neoma Business School. Bonjour Hubert de Vauplane. Bonjour Sandra. Vous êtes associé chez Morgan Lewis, responsable aussi de l'activité FinTech et crypto d'ailleurs. Et vous avez un parcours très intéressant, vous êtes un ancien banquier. Et oui, je ne sais pas s'il faut dire nul n'est parfait, mais enfin, en tous les cas, ça m'a appris et ça continue de m'apprendre beaucoup de choses. Exactement. Et votre vision de cette transformation du secteur, pour ça, est vraiment très intéressante. On va évidemment parler de tous ces sujets pendant toute la demi-heure qui suit. Vous nous posez vos questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on y répond tous les jeudis de 15h à 15h30. Des questions les plus simples aux questions les plus renseignées. Vous nous les posez et on y répond avec mes experts. BFM Crypto, le club, c'est parti. Et on va commencer par ce thème avec tous les deux. Je commence par vous, Nathalie. Ça fait, on n'a pas eu le temps de revenir dessus, mais ça fait quelque temps qu'on en parle de ce sujet du coût des monnaies numériques de banque centrale. On sait que c'est un des projets de la BCE, l'euro numérique. Le cabinet PwC a sorti une étude pour finalement, avec un décompte de ce que ça pourrait coûter au secteur. Tout à fait. Ils ont objectivisé ce que les banques soulignaient à l'occasion enfin, on peut pas dire que ce soit déployé, mais en tout cas avec les contours de ce que serait l'euro numérique tel qu'il a été conçu. Et elles ont dit depuis le départ qu'effectivement il y aurait des coûts pour elles supplémentaires, notamment des coûts de back office, parce que en fait on va plugger des comptes qui sont de compte à compte, qui sont nos comptes habituels, avec un autre système qui lui est en registre distribué. Donc déjà beaucoup avaient déjà alerté en disant vous vous rendez pas compte, déjà rien que ça au niveau de la tuyauterie. Ouais. D'abord c'est pas simple à gérer parce qu'on va avoir du temps réel avec du N plus du J plus quelque chose. Donc faut qu'on implémente tout ça et donc ce n'est pas très pratique. Donc voilà. Alors elles avaient conscience que la Banque centrale avait fait un geste puisque la Banque centrale avait dit oui, je suis consciente que ça peut vous priver de certains dépôts si jamais les clients préfèrent la version numérique de Banque centrale à notre compte habituel, parce que en effet on voit tout de suite que si c'est de la monnaie, si c'est un wallet Banque centrale, eh bien les clients auront tout de suite l'idée que c'est hyper sécure et que par conséquent comparé à un compte bancaire, c'est encore mieux. Donc cette angoisse de la fuite des dépôts que les banques ont souligné à plusieurs fois. Donc pour les contenter, elles ont dit on va mettre la Banque centrale a dit on va mettre une limite pour éviter que ça n'arrive, mais en même temps si on met une limite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque les banques n'y trouveraient pas non plus le moyen de monétiser en fait ce service. Donc c'est un petit peu compliqué comme problématique. Il faut dire qu'aussi les banques, elles tirent un peu aussi la couverture à elles, dans la mesure où on pourrait leur rétorquer que, d'accord, peut-être que certains dépôts seraient moindres, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait une préférence pour cet euro numérique, mais ça on ne sait pas. Mais en contrepartie, ça n'a pas interdit l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'intermédiation en empruntant sur les marchés et en prêtant par ailleurs. Donc voilà, donc il y a un peu de mauvaise foi, je pense, de chaque côté, mais les banques en tout cas, oui, attirent l'attention sur le fait que ça ne sera pas sans coût et que si c'est juste pour avoir un service qui ne sert pas à grand-chose, tout ça pour ça. C'est ça, parce qu'en fait, Hubert de Vauplane, les monnaies de banque centrale, le projet d'euro numérique, on a du mal à voir à quoi ça va servir. Est-ce que vous avez une idée plus claire pour l'argument pour dire non, il va être vraiment utile, soit pour le système, soit pour l'infrastructure, soit pour finalement les particuliers? Est-ce qu'il y a réellement une utilité à l'arrivée d'un euro numérique? La seule bonne réponse à cette question, elle n'est pas utilitaire. Elle est souveraine. C'est de dire que tout ceci est fait pour préserver une hypothétique baisse de la souveraineté ou attaque sur la souveraineté du fait de l'arrivée des stablecoins dont on parlera tout à l'heure. Donc les cas d'usage, comme on dit, sont ceux qu'on trouve déjà dans le monde existant avec Wero ou autres.
à part peut-être payer en ligne au fin fond du 6e sous-sol, ce qui n'arrive pas fréquemment, mais ce qui est quand même un des arguments mis en avant, à part ce cas d'usage, les autres sont déjà traités et répondus positivement par les acteurs privés. Donc on en revient au point de tout à l'heure, c'est-à-dire une plus grande sécurité, et peut-être une plus grande souveraineté. Mais sinon, il n'y a pas véritablement de cas qui soient, comme on dit en franglais, totalement disruptifs. Or, tous ceux qui font l'innovation savent que pour qu'un produit fonctionne, il faut qu'il y ait une rupture, non seulement technologique, mais une rupture dans un cas d'usage. Et on n'en voit pas. Comment on convainc, juste avec l'argument de la souveraineté? Nathalie l'a dit, ça va bouger les infrastructures, ça va coûter énormément d'argent. Pour le moment, ce qui se présente comme argument, c'est très négatif, c'est des investissements. On comprend la réticence du système bancaire. À la fin, le juge de paix, c'est le consommateur. Donc partons du postulat que l'euro numérique sera lancé, ce qui est un postulat, mais on pourrait objectivement se dire quand même, il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois, parce que s'il est lancé que c'est un échec, c'est pire. Notamment pour la crédibilité de la Banque centrale. Qu'est-ce que c'est qu'un échec de l'euro numérique? C'est un euro numérique qui ne soit pas ou peu utilisé. Et qu'est-ce que c'est qu'un euro numérique qui ne soit pas utilisé? C'est-à-dire un euro numérique dans lequel les transactions quotidiennes sont très en deçà des volumes attendus. On ne va pas rentrer dans les chiffres. Et donc, pourquoi? Parce qu'encore une fois, Wiro ou tout autre système actuel permet de répondre aux questions. Donc, le juge de paix, ça sera le consommateur, ça sera vous, ça sera moi, qui, quand on regarde les sondages qui sont faits, il a une vague idée qu'il va avoir un euro numérique. À quoi ça sert? Il ne sait pas très bien. Comment ça fonctionne? Encore moins. On est potentiellement à moins d'un an d'une décision stratégique pour des cas d'usage, encore une fois, qui ne sont pas très évidents et avec des utilisateurs qui ne sont pas là. Vous seriez dans le monde de la tech, mais ça serait abandonné depuis longtemps. Oui. D'ailleurs, il y a plein de pays qui l'ont abandonné, la monnaie numérique. Il y a la Suède, il y a la Chine, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'à l'occasion de cette... j'avais assisté à une conférence où il y avait un des architectes de la BCE qui était là et qui pour expliquer effectivement comment pouvait fonctionner l'euro numérique et qui disait qu'effectivement ce serait d'autant plus intéressant qu'ils arriveraient à rendre interopérable le plus d'acteurs possibles. Et sa crainte à lui, c'était éventuellement de ne pas faire le bon choix de la technologie. Il soulignait aussi, parce que ça, on n'est pas à l'abri non plus, puisque c'est en constante mutation. Donc il disait en fait, une de ses grandes peurs à lui, c'était ça. Et puis après, on a eu un échange et la question est venue. Moi, j'avais posé la question, mais alors, quid de pourquoi la Suède l'a abandonné? Puisque vous avez un modèle qui est quand même un pays qui est parti très en avance. Comme je l'ai dit, c'était bien avant les histoires de stablecoin qui étaient lancés par Facebook. C'était eux parce qu'ils avaient ce problème de plus d'usage de cash dans leur économie. À la fin des fins, après 4 tentatives, ils ont dit finalement non. Et en fait, quand j'ai posé cette question, on m'a dit « Oui, mais la Suède, elle a effectivement pas sa souveraineté en jeu. » Voilà ce qu'on m'a répondu, parce que le marché de sa monnaie est trop petit. Donc, effectivement, ça rejoint tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on reste sur le seul argument de la souveraineté. Mais si le consommateur n'est pas là, je veux dire, on a beau essayer de brancarder la souveraineté, ça ne se fera pas. Ce sera une décision qui devrait se faire en octobre, enfin à l'automne. Ce sera une décision unilatérale de la BCE? Ça, c'est une très bonne question parce que ça fait, avec d'autres, des mois, je ne peux pas dire des années quand même, qu'on plaide pour dire qu'il ne faut pas que le lancement de l'euro numérique ne soit qu'une décision technique. Au motif qu'on touche à l'euro, donc l'euro, c'est la compétence exclusive de la Banque centrale. La décision d'émettre, d'ailleurs on ne dit pas émettre parce que ce n'est pas une émission, la décision d'avoir de l'euro numérique ressortirait uniquement de la Banque centrale. En fait, pour moi, c'est une question éminemment politique et donc il doit se décider au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des instances de l'Union européenne. Pour ça, on a un Parlement, on a un Conseil, voire même les parlements nationaux. Bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, certains le souhaitent. En tout cas, je trouverais curieux que... alors, le Parlement s'y intéresse, mais est-ce qu'il va... le Parlement est impliqué parce qu'il y a des instruments juridiques pour accompagner l'euro numérique. Donc, quelque part, la réponse de la BCE, c'est de dire, vous voyez bien que le Parlement va donner son avis, puisqu'en fait, il va adopter des règlements européens pour le fonctionnement de l'euro numérique. Mais c'est pas pareil pour un Parlement
de voter sur un texte très technique, en plus très juridique, que de voter sur le principe. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on souhaite, est-ce qu'on a besoin d'un euro numérique? Même chose pour le Conseil. La question au niveau du Conseil à Bruxelles, c'est de savoir est-ce que politiquement, on est prêt à avoir, pour tout un tas de raisons, un euro numérique. Et je suis incapable de répondre clairement à cette question aujourd'hui. Oui, il y a une sorte d'ombre sur le processus que ça va demander. Il ne faudrait pas un référendum européen pour poser la question. Non, mais regardez, le coût de cet euro numérique, il a été commandé par des fédérations bancaires. 19 banques ont été interrogées. Oui. Donc là, elles ont mis clairement sur la table le problème, est-ce que ça allait leur coûter? Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire rentrer un autre acteur pour que ça se décide finalement? C'est demain, octobre. Hein. Oui, je ne pense pas qu'il faille un référendum sur un sujet technique comme ça qui serait utilisé par certains pour des questions plus politiques qu'autre chose. Non, je pense que si on a des institutions européennes représentatives, et c'est le cas, qu'elles doivent jouer leur jeu. Ce qu'il faut fondamentalement marteler comme message, c'est que l'euro numérique n'est pas une décision technique. La décision technique, elle n'est que conditionnelle à la faisabilité. La décision finale doit revenir aux instances européennes et en tout premier lieu au Conseil. Selon la Commission européenne, l'euro numérique permettrait, je cite, d'utiliser dans la zone euro un mode de paiement numérique économique sûr et fiable. Bon, ça concurrence clairement les cryptos, les stablecoins, alors qu'en face est en train de se développer un système américain très très sophistiqué qui va commencer à être réglementé. On n'aurait pas dû prendre cette voie-là, Nathalie Janson, pour faire le lien avec les stablecoins? Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, pour rebondir, j'ai assisté à une conférence la semaine dernière sur la côte ouest. Il y avait un prof de finance assez connu qui s'appelle Darrell Duffy et qui a parlé en conclusion de son petit speech de cette question. Et il disait Christine Lagarde a toujours été obsédée par avoir quelque chose de digital, puisque déjà quand elle était au FMI, visiblement ils ont travaillé ensemble à ce niveau-là, elle voulait des DTS digitales, donc le fameux DTS au niveau du... Donc il semblait dire qu'elle avait une petite obsession depuis pas mal de temps et que d'être à la BCE avait donné tout libre cours à son imagination. Elle remettait ça avec l'euro numérique. Bon, blague à part, effectivement, je pense que ce à quoi on est confronté là, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans la théorie monétaire et dans la théorie, en fait, c'est qu'en fait, ce qui s'affronte, c'est une vision constructiviste de la monnaie. On l'a déjà eu plusieurs occasions. On a eu que la monnaie mondiale de Keynes qui a jamais eu lieu, qui a jamais vu le jour, mais voilà, les DTS, c'était un prémisse. On voit aujourd'hui l'euro numérique, enfin l'euro a été une monnaie constructiviste parce qu'on a vraiment structuré cet euro pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et là, à nouveau, on a la version digitale, alors qu'effectivement, de l'autre côté, et là, c'est l'illustration qu'on a avec les stablecoins, c'est pour ça que je fais le lien, on voit les monnaies qui ont émergé, c'est-à-dire que les monnaies qui sont venues résoudre des problèmes de marché. Et effectivement, c'est ce qu'on observe aux États-Unis, c'est-à-dire que les stablecoins, et ce qui sera sans doute, puisque Donald Trump a clairement donc mis de côté la version numérique puisqu'il l'a interdit. Mais bon, juste avant lui, on n'y mettait pas une énergie folle, hein, donc c'est pas comme si sous le régime Biden, ils étaient tous derrière le dollar digital. En fait, le projet n'était pas très vivant et il a juste, je pense, officialisé quelque chose qui était déjà là. Et par contre, comme ils sont très pragmatiques et qu'il y a déjà, le stablecoin dollar existant, il n'y a pas de raison pour qu'ils aillent inventer, un truc et donc construire une monnaie. Donc là, on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Une Europe très constructive au niveau économique, très constructiviste, qui a son reflet, qui est confrontée à une Amérique qui est beaucoup plus pragmatique. Et en fait, les stablecoins étant nés naturellement de par le développement en fait du marché crypto, ils sont déjà là et on va faire en sorte que, on va un peu uniformiser les règles pour que tout ça continue à bien se développer. Justement, est-ce qu'on va vivre d'ici un an peut-être avec d'une part les stablecoins, ils sont à 99% adossés au dollar. Donc nous, on n'a pas pris encore ce train-là. Et l'euro numérique, qui sera probablement lancé, parce qu'on va pas se faire d'illusions. Si c'est un projet politique, il va certainement passer. Est-ce que ces deux mondes-là, Hubert, vont pouvoir vivre en parallèle ?
Ils devront, si l'euro numérique est lancé, encore une fois, on va le prendre comme un postulat, ils vont vivre en parallèle. Le risque de souveraineté, parce qu'il faut quand même un peu parler de ça, mis en avant par la Banque centrale, c'était au départ, on a tous en tête Libra, donc Facebook qui veut créer une monnaie mondiale adossée à son réseau. Donc effectivement, ça fait grincer quelques dents en Europe et ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est de se dire, parce que les situations ne sont pas les mêmes en Europe et dans des pays d'Asie, dans des pays d'Afrique ou autres, etc. Est-ce que dans votre quotidien, vous allez vous servir d'un stablecoin dollar pour payer votre baguette de pain? Enfin, moi non, en tous les cas, si vous voulez. Je ne me vois pas payer, même si c'est plus rapide, c'est moins cher, etc. Utiliser une baguette, même mon stablecoin dollar, parce qu'il y a quasiment que $, aujourd'hui, pour payer ma baguette de pain, non. Donc les cas d'usage du stablecoin pour le marché du détail en Europe sont très différents des cas d'usage qu'on trouve dans des pays comme la Turquie, l'Argentine, le Liban. Je ne fais pas de dessin, c'est-à-dire des pays dans lesquels l'inflation est galopante, dans lesquels les monnaies fondent comme neige au soleil. Il n'y a plus de neige, mais il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et donc finalement, les gens, ils préfèrent avoir quelque chose de stable pour transférer de l'argent à leur famille, à droite, à gauche. Ça, oui. Est-ce qu'on a des cas d'usage comme ça en Europe? Non. Donc, est-ce que la souveraineté européenne est attaquée par les stablecoins? Non. Mais on parle d'ici quand je parle d'utilité, évidemment, on ne parle pas d'acheter sa baguette de pain. À la limite, c'est pour le Bitcoin et encore. On parle d'infrastructure, on parle de modernisation. Le stablecoin, est-ce qu'on a chiffré ce que ça allait coûter si on créait un stablecoin en euros? Ça aussi, ça coûterait très cher? Ou ce serait moins cher? D'abord, ça sera un coût privé, purement privé. L'euro numérique, comme quoi ma langue a fourché. L'euro numérique sera un coût essentiellement privé pour les banques, mais qui seront répercutés sur le consommateur. D'une manière ou d'une autre, contrairement au stablecoin qui ne sera pas répercuté sur le consommateur, parce que c'est le coût de l'innovation. Et il y a quand même un coût public, même si c'est public très spécial, parce que c'est le bilan de la Banque centrale qui n'est pas comparable, bien sûr, au budget des États, mais c'est quand même quelque part de l'argent public, si vous voulez. C'est de la richesse familiale, en quelque sorte. Donc, le coût d'un stablecoin euro ne sera pas répercuté, en tout cas pas de manière aussi importante que de l'euro numérique. En fait, le vrai sujet, c'est pas tant est-ce qu'on est pour un stablecoin dollar contre un euro numérique, c'est pourquoi n'a-t-on pas de stablecoin euro en Europe? Et ça, c'est une autre question, parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur une question qui est mal posée, volontairement d'ailleurs, en disant attention, on a tous ces stablecoins dollars qui vont vampiriser nos activités en Europe, et pour l'euro numérique, c'est très dommageable. Mais non. La vraie question, c'est pourquoi n'a-t-on pas de stablecoin en euro numérique? Alors, je laisserai Nathalie aussi continuer, mais je vous donne la réponse en une seconde. C'est parce que la Banque centrale n'est pas favorable. Oui, c'est ça. Donc c'est l'agenda politique de la Banque centrale qui pose c'est pas des banques, hein, parce que les banques commencent à s'intéresser à avoir un stablecoin, bien évidemment. Un stablecoin en euros. Pour le coup, il faudrait, j'ai entendu ça, idéalement que les banques européennes s'allient ensemble. Alors on m'a dit que c'était complètement impossible dans la réalité, pour créer justement des stablecoins en euros, Nathalie. Mais comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que si on pense qu'effectivement une monnaie, ça émerge plutôt d'un processus de marché pour résoudre des problèmes, puisqu'en fait c'est ça qui est arrivé, hein, on se dit que s'il n'y a pas de stablecoin euro, c'est parce qu'effectivement, comme il a été très justement souligné par Hubert, eh bien en fait ils sont nés dans des pays à instabilité monétaire et guess what, le dollar c'était le substitut naturel chez eux, c'est-à-dire qu'en Amérique latine, le dollar est la monnaie, la seconde monnaie naturelle. Donc forcément, le stablecoin dollar, il venait comme un substitut technologique qui était parfait pour continuer et même mieux protégé, puisqu'avec un stable, on pouvait se mettre beaucoup plus à l'abri de l'État dont la répression financière, le niveau de répression financière est élevé, alors que le dollar tout court, on est toujours exposé. Donc il est clair que le succès de ce stablecoin dollar dans les pays mentionnés, c'est une évidence. Et malheureusement pour nous, visiblement en Turquie, c'est pas l'euro qui est non plus préféré. Ce qui est dommage, en tout cas, c'était pas disponible au moment où c'est arrivé. En fait, c'est un peu ça. Et du coup, ça n'a pas été préféré.
Hubert. En fait, si on parle de souveraineté, la vraie défense de la souveraineté de l'euro, ça serait de lancer et de laisser les banques lancer des stablecoins en euro numérique. Pas pour les besoins, encore une fois, de sa baguette de pain ici, mais pour... Vous savez, par exemple, que dans les pays de francs CFA, on utilise de plus en plus maintenant des stablecoins dollars, c'est-à-dire que... Pour les transferts d'argent. Oui, pour les transferts d'argent. C'est-à-dire que même dans les zones euro, on est en train de se faire damer le pion. On est en train de se faire damer le pion par les... Donc la vraie souveraineté, c'est de défendre les zones et les réserves en euros, et c'est pas avec un euro numérique qu'on va y arriver, c'est avec un stablecoin en euros. On va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Évidemment, on va suivre ça dans cette émission. Notre thème, pour terminer, il nous reste quelques minutes, la question des licences. Mika, ça y est, ça commence à tomber. 4 acteurs. On a appris Bitstack hier soir, qui vient d'avoir l'agrément. Mika, ça avance. Bon, ça avance un peu plus lentement que dans d'autres pays. Mais ça y est, l'AMF commence, ça y est, à délivrer ses premiers agréments, Nathalie Janson. Oui, visiblement, donc on est content de l'apprendre, mais il y a eu un petit peu de polémique autour de la vitesse d'exécution au niveau de ces licences délivrées. Oui, par rapport aux autres pays d'Europe. Voilà, parce qu'il y a eu, effectivement, comme on est 27 aujourd'hui, donc la réglementation MiCA, c'est qu'en fait la licence c'est propre à chaque pays, mais une fois qu'on en a une, on opère donc dans tous les pays membres. Et bien évidemment, on a des autorités qui ne fonctionnent pas à la même vitesse, pas avec le même personnel. Enfin, bon, voilà, c'est le problème en Europe. Voilà. Ouais. Et donc, il y a eu une petite dépêche de Reuters il y a quelques semaines en disant, voilà, il y a des pays, dont la France évidemment, puisqu'on se plaint assez souvent, qui ne voient pas d'un œil favorable. Notamment, c'était le cas à l'époque, c'était on avait Coinbase, mais là, c'était Luxembourg. Et puis, c'était Gemini qui, lui, allait avoir une licence par Malte. Et donc, Malte a été critiqué à multiples reprises par la France en disant, vous voyez, à chaque fois, eux, ils vont plus vite, c'est parce qu'en fait, ils sont moins 10 ans, parce qu'en fait, c'est ça la critique claire. Et donc, en fait, ça sème un peu le rififi au sein de l'Union européenne, c'est quand même pas terrible, je trouve. Et puis aussi, ça va toujours dans cette perspective française que la concurrence réglementaire, c'est forcément mauvais. Donc là, on voit vraiment, on l'a déjà au niveau fiscal, c'est le discours que vous entendez de façon récurrente, et là, on le retrouve en fait sur le terrain réglementaire. Ouais. Or, le Luxembourg, je ne pense pas qu'il puisse être taxé de pays moins 10 ans. Et puis aussi, Malte a quand même répliqué en disant, écoutez, nous, on a eu un processus d'apprentissage parce qu'on a dû travailler sur des dossiers. En fait, c'est arrivé vite parce qu'on avait des gens qui étaient là et qui ont pu le faire vite. Et il ne faut pas nous traiter de moins 10 ans. Et c'est vrai qu'avoir toujours cette suspicion parce qu'il y a de la concurrence, c'est quand même un petit peu énervant. Et on voit bien la France, on voit venir la France avec, elle n'est certainement pas seule, mais il était mentionné, c'était de vouloir que ce soit repris sous l'ESMA, c'est-à-dire que l'ESMA centralise le processus. Ouais. Je pense que ce serait alors là pire, alors là, ça ne passerait pas du long, on passerait au très long. Et la vertu de la concurrence, c'est qu'en fait, on peut avoir justement des pays qui vont essayer de rendre plus efficace leur processus et pas forcément moins 10 ans. Pour tendre vers un processus qui soit plus en phase avec l'innovation. Donc, il ne faut pas toujours y voir des choses négatives dans cette concurrence des autorités. D'autant que Tanguy Calvez, qui était sur ce plateau ici, le patron de Goin, qui était la deuxième entreprise française à obtenir cet agrément MiCA, disait que selon certains pays, le timing, la deadline n'était pas au même moment. Certaines deadlines terminaient en juin 2025 et d'autres vont terminer en juin 2026. Pour lui, la réglementation, c'est très bien, le temps que ça met, c'est très bien, et finalement, maintenant qu'il reste un an à la France, c'est là que ça va arriver. Hubert, vous en pensez quoi ? Alors c'est vrai que il y avait le règlement MiCA prévoyait une période intérimaire entre le début de son application et la fin de la période transitoire, en quelque sorte, qui était laissée à chaque État membre, qui pouvait être donc de 6 mois à 18 mois. C'est ça. Et ceux qui avaient pensé au début de dire on fera le plus court 6 mois, se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à écluser tous les dossiers qu'ils ont, notamment les pays baltes, et donc ils ont reporté jusqu'à 18 mois. La France a dès le départ dit qu'on ferait 18 mois. Pour reprendre ce que dit Nathalie, il y a un autre élément aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, les méthodes de travail ne sont pas harmonisées entre régulateurs. Donc on a une réglementation identique, mais je fais une caricature parce que c'est un peu compliqué avec le temps qu'on a, mais en fait, vous avez certains, comme l'AMF, qui font une vérification complète du dossier et qui ne donnent leur autorisation que lorsque l'autorisation a été vérifiée jusqu'au moindre boulon. Et donc tout est regardé dans le détail, et d'autres qui font plutôt une approche de complétude beaucoup plus simplifiée et qui disent je vais vérifier
a posteriori si le dossier fonctionne comme on me l'a dit. On retrouvait, excusez-moi, il y a 25-30 ans, le même sujet avec les Anglais avant le Brexit, quand la place de Londres disait finalement est-ce que c'est une régulation par les principes ou pas par les principes. C'est exactement pareil. Et là, l'AMF nous dit, moi j'ai mon mode de fonctionnement depuis toujours, mais elle n'est pas toute seule, hein, de dire je ne délivre un agrément que lorsque j'ai regardé toutes les procédures, j'ai tout regardé. Et là, une fois que je dis oui, je sais que la personne est en situation d'être conforme. D'autres, comme Malte, ont une approche plus anglaise, principal, qui est de dire, je vérifie que les grandes lignes soient là, que les process soient là, et je vais vérifier après. Vous voyez, c'est deux approches très différentes. Donc forcément, quand vous êtes plus sur les principes, ça prend moins de temps que quand vous regardez le détail. Oui, ce qui est intéressant, parce que les acteurs, pour le coup, qui sont validés, qui obtiennent l'agrément, pour le coup, en France, sont contents d'avoir, et il y a une vraie crédibilité derrière qui s'installe. Il nous reste 3 minutes, j'aimerais bien avoir votre avis sur à quoi va ressembler le secteur. Évidemment, on va se projeter, hein, mais dans un an, avec Mika, avec la délivrance de ces agréments, il y a des banques qui l'ont, qui commencent à l'avoir. On a eu KCIS hier de Crédit Agricole. Ça va ressembler à quoi demain, Nathalie Janson, ce secteur? Ce sera beaucoup de banques, ce sera encore quelques acteurs de base du secteur crypto. Tanguy Calvez nous disait, les 130 acteurs, ils seront plus là, hein, a priori. D'après vous, ça va donner quoi, Nathalie? Oui, je pense que clairement, à la fois au niveau pratique et théorique, c'est souvent mis en évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à avoir un processus comme ça de réglementation avec en plus beaucoup de compliance, qui est le cas de Mika, il y a des structures qui ne peuvent pas, en fait, compte tenu de leur taille, qui ne peuvent pas en fait supporter les coûts en début de business pour pouvoir à la fois commencer à émerger et aussi être compliant. Donc, par la force des choses, vous allez avoir un regroupement, c'est-à-dire que certains vont en racheter d'autres pour aller, parce que comme ça leur permet d'avoir un portefeuille d'activités différent. Et bien évidemment, les banques elles ont un avantage naturel puisqu'elles sont compliant par métier. Voilà. Et depuis longtemps. Hubert, comment vous voyez le secteur d'ici 1 an et demi? Ça va très vite, hein, ça change. Comme l'a évolué et comme l'est aujourd'hui le secteur des marchés financiers. C'est-à-dire que vous avez différents acteurs qui ne font pas tous la même chose. Vous ne trouvez pas une bourse qui fasse en même temps de la conservation d'actifs, qui fasse de la transmission d'ordre, qui fasse de la gestion de patrimoine, qui fasse du placement. Ça n'a pas de sens. Donc demain, le secteur des marchés des cryptoactifs, il y aura des banques qui feront plutôt de la conservation, qui feront plutôt des plateformes globales ou pas globales. Vous aurez ce qu'on appelle des brokers, l'équivalent finalement des entreprises d'investissement. Vous aurez des conseillers, l'équivalent des CIF et des conseillers en gestion de patrimoine. Bref, on va avoir un métier qui va se spécialiser et la période où on cochait toutes les cases pour être PSAN est terminée. Et ça, seuls les gros le pourront. Et je suis même pas sûr qu'ils auront envie. Ils voudront, comme dans les marchés financiers, se spécialiser dans leurs connaissances. Une chaîne de titres, ici, ça sera une chaîne de crypto pour la gestion et puis une autre pour la transmission d'ordre, le conseil, etc. Donc c'est ça, pas l'année prochaine, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, qui va se dessiner. Et puis c'est l'investisseur qui choisit. Toujours. Merci à tous les deux pour ce débat. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Hubert de Vauplane, associé chez Morgan Lewis, responsable de l'activité FinTech et crypto. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site bfmbusiness.com, rubrique émission crypto. Le club, vous verrez, on est facile à trouver. Vous nous posez vos questions crypto@bfmbusiness.fr. On y répond tous les jeudis. Et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.